Ah, les pyramides de Gizeh. On a l'impression de tout savoir sur elles, n'est-ce pas? Et pourtant, et si l'histoire officielle n'était en fait que la partie émergée de l'iceberg? Aujourd'hui, on ne va pas faire une simple visite, non, non. On va ouvrir un véritable dossier, une enquête sur ce qui est peut-être l'une des plus grandes affaires non résolues de l'histoire. Alors la grande question, c'est celle-ci. Est-ce que cette histoire de tombeau pour les pharaons, cette version qu'on nous présente comme une certitude, est-ce qu'elle est vraiment aussi solide que les pyramides elles-mêmes? C'est ce qu'on va voir, l'enquête est ouverte. Voilà notre plan d'attaque pour cette analyse. On va se pencher sur l'histoire officielle, puis sur le mystère des tombeaux vides, examiner les preuves écrites, une stèle très controversée. Bref, on va regarder chaque pièce à conviction, l'une après l'autre, pour voir où ça nous mène. Allez, commençons par le début. Pièce à conviction numéro A, la version acceptée par tout le monde, celle qu'on apprend à l'école, qu'on lit dans les livres. Les 3 grandes pyramides de Gizeh sont les tombeaux des pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos. C'est simple, c'est clair, c'est net. Mais la question est-ce que c'est si certain que ça? Et cette histoire, on nous la présente vraiment comme un fait, une certitude absolue, comme si c'était gravé dans la pierre. Mais c'est justement ça qu'on va faire. On va aller voir de plus près les fondations de cette affirmation, pour voir si elles sont vraiment aussi solides que les pyramides elles-mêmes. Bon, maintenant, passons à la pièce à conviction B. On se rend directement sur la scène de crime, si on peut dire. On va aller voir à l'intérieur des pyramides. Et on va voir ce qu'on y trouve, ou plutôt ce qu'on n'y trouve pas. Est tout simplement stupéfiant. Premier point, et il est de taille, aucun corps. Jamais. C'est un fait, c'est brut, on ne peut pas y échapper. Des siècles et des siècles de recherche. Et pas la moindre trace de Khéops, de Khéphren ou de Mykérinos. Ah, rien. Aucune momie royale n'a jamais été trouvée à l'intérieur. Pour un bâtiment censé être un tombeau, c'est quand même un début assez étrange, non? Ensuite, le trésor. On a tous en tête le tombeau de Toutankhamon, rempli à ras-bord d'or, de bijoux, de meubles, un trésor incroyable. Eh bien, dans les grandes pyramides de Gizeh, rien de tout ça. Elles étaient vides. Aucun de ces objets magnifiques censés accompagner le pharaon dans l'au-delà. Mais le plus bizarre, vraiment, c'est peut-être ça. Le silence. Les murs sont nus. Pas un hiéroglyphe, pas une prière, pas un texte funéraire. Et surtout, pas le nom du roi. Imaginez un peu, un tombeau royal, supposément le plus important de tous, sans même le nom de son propriétaire. Dans la civilisation égyptienne, où le nom et les formules magiques étaient essentiels pour l'au-delà, c'est une anomalie énorme. Alors l'explication qu'on entend partout, c'est le pillage. Les tombes auraient été vidées il y a très très longtemps. Ça semble logique, bien sûr. Sauf que, il y a un gros problème avec cette théorie. Au IXe siècle, le calife Al-Mamoun force l'entrée de la Grande Pyramide. Il trouve les passages internes bloqués par d'énormes bouchons de granit toujours en place. La pyramide semblait totalement inviolée. Et pourtant, quand il arrive enfin dans la chambre du roi, elle est vide. Complètement vide. Ok, donc sur le plan physique, c'est compliqué. Pas de corps, pas de trésor. Alors peut-être que les preuves écrites, les textes, sont plus concluants? Eh bien, c'est là que l'affaire se corse vraiment. Le principal problème, en fait, c'est une question de timing. Le tout premier à avoir écrit que la Grande Pyramide était celle de Khéops, c'est l'historien grec Hérodote. Le souci, il écrit ça plus de 2000 ans après la construction présumée. C'est comme si nous, aujourd'hui, on essayait d'écrire l'histoire de l'Empire romain en se basant uniquement sur des rumeurs. Hérodote n'a fait que rapporter des légendes locales. On est très loin d'une preuve directe. Il faut attendre le 19e siècle pour avoir ce qui est présenté comme la preuve. L'explorateur Howard Weiss trouve des graffitis au nom de Khéops dans des chambres scellées. Le problème, c'est que les circonstances sont, disons, très suspectes. C'est la seule mention écrite dans toute la pyramide. Elle apparaît pile au moment où son expédition, qui lui coûtait une fortune, était sur le point d'échouer. Et le plus troublant, c'est que ces graffitis contiennent des fautes d'orthographe. La question d'un faux se pose donc très sérieusement. Maintenant, on va s'intéresser à une autre caisse du dossier, une preuve matérielle qui vient complètement contredire la version officielle. Et c'est une pièce que, curieusement, l'égyptologie traditionnelle a tendance à mettre un peu sous le tapis. Il s'agit de la stèle de l'inventaire. Écoutez bien ce qui est écrit dessus. Le texte dit que le pharaon Khéops a trouvé la maison d'Isis, maîtresse de la pyramide, à côté de la maison du Sphinx. Il a trouvé la pyramide, il ne l'a pas construite. Le texte le présente comme quelqu'un qui restaure un site déjà ancien, pas comme le bâtisseur. Forcément, cette stèle pose un énorme problème. Alors comment réagit l'égyptologie classique? L'argument principal pour l'écarter, c'est de dire « c'est une copie tardive, donc elle n'est pas fiable ». Le problème, c'est que beaucoup de textes sur lesquels on base l'histoire officielle sont aussi des copies tardives, et pourtant on les accepte. C'est un peu de poids de mesure. On dit aussi que c'est de la propagande, mais une propagande, ça glorifie un roi, ça ne le réduit pas au simple rôle de restaurateur.
Bon, quittons la Grande Pyramide et regardons le reste du site, notamment tout ce qui est attribué à Képhren. Et là, on tombe sur une logique pour le moins circulaire. C'est un vrai tour de passe-passe logique. On attribue le temple de la vallée à Képhren. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une statue de Képhren dedans. D'accord? Mais comment sait-on que c'est une statue de Képhren? Eh bien, parce qu'on l'a trouvée dans le temple de Képhren. On est dans une boucle parfaite où la preuve prouve la conclusion et la conclusion prouve la preuve. Ça ne repose sur rien d'extérieur. Et pour le Sphinx, c'est à peu près le même scénario. Pourquoi l'attribue-t-on à Képhren? Parce qu'il est à côté de son complexe de temple, dont on vient de voir que l'attribution est déjà bancale. On parle aussi d'une ressemblance du visage du Sphinx avec les statues de Képhren, statues dont l'identification est elle-même circulaire, et pendant ce temps, le seul texte antique trouvé au pied du Sphinx, la stèle du rêve, le décrit déjà comme un vestige d'un passé lointain. Alors résumons un peu ce dossier. Qu'est-ce qu'on a? Des tombeaux vides, des preuves écrites qui arrivent 2000 ans trop tard ou qui sont très suspectes, des témoignages contradictoires qu'on préfère ignorer et des raisonnements circulaires. Le tableau d'ensemble est bien différent de l'histoire simple et nette qu'on nous raconte. Ah, mais on pourrait me dire, et le journal de Méret alors? Ce papyrus incroyable est souvent présenté comme la preuve définitive. Il décrit le quotidien d'une équipe qui transporte des blocs de calcaire pour un chantier royal nommé l'Horizon de Khéops. Mais attention, à aucun moment le texte ne dit que ce chantier est la Grande Pyramide, et encore moins que c'est pour construire un tombeau. Faire ce lien, c'est une interprétation, une supposition. Ce n'est pas ce qui est écrit noir sur blanc. Donc, au moment de refermer ce dossier, la question reste entière. Si toute l'affaire repose sur des corps qui manquent, des textes plus que douteux, des preuves qu'on met de côté quand elles dérangent et une logique qui tourne en rond, quelle certitude peut-on vraiment avoir? Finalement, le mystère des pyramides de Gizeh était peut-être bien plus qu'une simple page d'histoire. C'est peut-être tout simplement la plus grande affaire non résolue de tous les temps.